Paris, France, octobre 2022. Une soirée ordinaire qui allait basculer dans l'inexplicable. Lucas, un petit garçon de seulement 5 ans, est assis sur le canapé du salon familial. Ses parents, Marie et Thomas, regardent un documentaire sur les missions Apollo. Soudain, alors qu'apparaît à l'écran l'image iconique de Buzz Aldrin descendant l'échelle du module lunaire, quelque chose d'étrange se produit. Lucas se lève brusquement, le visage grave, et pointe l'écran du doigt. « Je connais cet homme », dit-il d'une voix troublante de maturité. « J'étais avec lui là-haut. J'ai marché à ses côtés sur cette surface grise, et ce que nous avons découvert, personne ne peut l'imaginer. » Le silence s'abat comme une chape de plomb. Marie et Thomas échangent d'un regard perplexe, pensant d'abord à un jeu d'enfant, une simple imagination débordante. Mais Lucas ne s'arrête pas là. Avec un calme déconcertant pour son âge, il commence à décrire des détails que jamais un enfant de 5 ans ne devrait connaître. Il parle de la sensation du régolithe lunaire sous les bottes, cette poussière si fine qu'elle pénètre partout. Il évoque le poids oppressant de la combinaison spatiale, les 80 kilos qui semblent peser bien plus dans le vide spatial. Il mentionne les vibrations du LEM pendant la descente, cette angoisse qui serre le ventre quand on ne sait pas si les moteurs vont tenir. Ces mots ne sont pas ceux d'un enfant. Ils sont techniques, précis, impossibles. Thomas tente de détendre l'atmosphère en riant nerveusement. « Lucas, mon grand, tu regardes trop de documentaires à la télé !» Mais le petit garçon le fixe avec des yeux qui semblent porter le poids de décennies d'expérience. « Papa, dit-il avec une gravité glaçante, quand nous avons atterri dans la mer de la tranquillité, nous n'étions pas seuls. Il y avait quelque chose là-bas qui nous attendait. Quelque chose que la NASA n'a jamais montré au monde, quelque chose qu'ils ont caché pendant plus de 50 ans. Un frisson parcourt l'échine de Marie. Ce n'est pas la voix de son fils, ce n'est pas son intonation habituelle. Cette certitude absolue, cette maturité dans le regard, rien de tout cela n'est normal. Cette nuit-là, ni Marie ni Thomas ne parviennent à fermer l'œil. Pendant ce temps, Lucas dort profondément, paisiblement, comme s'il venait enfin de se délester d'un secret qu'il portait depuis bien trop longtemps. Le lendemain matin, Marie prend une décision. Elle doit vérifier, elle doit savoir. Elle s'installe devant son ordinateur et commence à chercher des informations sur la mission Apollo 11. Elle se concentre sur des détails techniques, des éléments que jamais un enfant ne pourrait connaître. Et c'est là qu'elle tombe sur quelque chose qui la glace jusqu'aux os. Chaque détail mentionné par Lucas la veille correspond parfaitement à des rapports classifiés qui n'ont été déclassifiés que 8 mois auparavant. Des documents que Marie elle-même découvre pour la première fois, des documents que son fils n'a jamais pu voir, n'a jamais pu consulter. Et ce n'était que le début. 5 jours après ce premier incident, Marie trouve Lucas dans sa chambre, penché sur son bureau. Il dessine. Mais ce ne sont pas les gribouillis habituels d'un enfant de 5 ans. Ce sont des schémas techniques, précis, détaillés, presque professionnels. Elle s'approche lentement, le cœur battant la chamade. Le dessin représente l'intérieur du module lunaire Eagle. Chaque instrument est à sa place exacte. Chaque bouton, chaque levier, chaque cadran est reproduit avec une précision chirurgicale. Mais il y a autre chose. Dans le coin supérieur droit de la feuille, Lucas a dessiné quelque chose qui ressemble à une structure. Quelque chose qui n'a absolument rien à faire sur la surface lunaire. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?» demande Marie en essayant de garder son calme. Lucas lève les yeux. Et pendant une fraction de seconde, Marie a l'impression de voir un vieil homme fatigué dans le regard de son fils. « C'est ce que nous avons vu quand nous sommes sortis du module », répond-il d'une voix posée. C'était à environ 150 mètres de notre site d'atterrissage. Une structure métallique, comme une tour, mais elle n'était pas terrestre. Neil l'a vue aussi. Il voulait s'en approcher, mais Houston nous a ordonné de garder nos distances. Marie sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle prend rapidement une photo du dessin et l'envoie à son frère Julien, un ingénieur aérospatial qui travaille au CNES, le Centre national d'études spatiales. La réponse arrive 15 minutes plus tard sous forme d'appel vidéo urgent. Julien est livide. « Marie, d'où vient ce schéma ?» Sa voix tremble légèrement. « C'est Lucas qui l'a dessiné, ton neveu de 5 ans. » Le silence qui suit est assourdissant. Julien passe une main tremblante sur son visage. « Marie, ce schéma est exact, absolument exact. J'ai travaillé sur les plans du LEM pendant mes études doctorales, et ce dessin est parfait jusqu'au moindre détail. Mais cette structure, il pointe l'écran.
Cette structure ne devrait pas exister. Personne ne devrait savoir qu'elle existe. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, Julien. Je ne sais vraiment pas. Cette nuit-là, Thomas décide de confronter directement Lucas. Il s'assoit au bord de son lit et demande doucement « Mon fils, comment sais-tu toutes ces choses ?» Lucas le regarde avec une tristesse profonde, insondable. « Papa, j'étais Buzz, ou plutôt, je l'étais. Je ne comprends pas exactement comment, mais les souvenirs sont là, dans ma tête. » Il se tape la tempe du doigt. « Et j'ai besoin que vous m'écoutiez, parce que ce que nous avons vu là-haut est lié à quelque chose qui va se produire ici, bientôt, très bientôt. » La chambre semble se figer dans le temps. Thomas sent un nœud se former dans son estomac. Mais la révélation la plus choquante est encore à venir. Une semaine plus tard, Marie et Thomas prennent une décision désespérée. Ils contactent le docteur Sophie Mercier, une pédopsychiatre renommée à Paris, spécialisée dans les cas inhabituels. Ils espèrent qu'elle pourra les aider à comprendre ce qui arrive à leur fils. Lors de la première séance, le docteur Mercier adopte son ton professionnel habituel. Elle s'attend à un cas d'imagination hyperactive, peut-être une surexposition aux contenus spatiaux. Mais ce qui se passe dans son cabinet ce jour-là va la marquer à jamais. Lucas entre dans le bureau de consultation avec le calme d'une personne qui a vécu des décennies. Il s'assoit face au docteur Mercier et, sans qu'on lui demande de parler, il commence. « Docteur, je sais que vous pensez que je ne suis qu'un enfant avec trop d'imagination, mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne sait. Le 20 juillet 1969, à 21h56 heure de Houston, peu après que Neil ait prononcé sa phrase célèbre, il y a eu un silence radio de 1 minute 47 secondes. Officiellement, c'était un problème technique. La vérité, c'est que Houston nous a ordonné de couper nos micros parce que nous décrivions ce que nous voyons. Le docteur Mercier sent un frisson la parcourir. Cette précision, ces données exactes, ces détails techniques. Discrètement, elle prend son téléphone et cherche des informations sur la mission Apollo 11. Et elle les trouve. Effectivement, il y a eu une interruption de transmission à ce moment précis. Une interruption que la NASA a attribuée à des dysfonctionnements techniques. Mais ce qui la trouble le plus, c'est que cette information spécifique sur le timing exact n'apparaît que dans un document déclassifié il y a seulement 4 mois. Un document universitaire qui circule à peine dans les cercles spécialisés. « Comment savez-vous cela, Lucas ?» demande le docteur, abandonnant son ton professionnel. Le garçon la regarde avec des yeux fatigués. « Parce que j'y étais. Parce que j'ai ressenti la peur de ne pas savoir si nous allions revenir. Parce que j'ai vu Neil trembler dans sa combinaison, même s'il paraissait calme à l'extérieur. Et parce que j'ai tout enregistré sur une cassette personnelle que j'ai cachée avant ma mort. » Le docteur Mercier laisse tomber son stylo. Une cassette? Où? Lucas ferme les yeux, se concentre. Chez moi, en Floride. Enfin, chez Buzz Aldrin, dans le garage, derrière un faux panneau dans le mur ouest. Les coordonnées GPS exactes sont 28 degrés 28 minutes nord, 80 degrés 45 minutes ouest. Le cabinet sombre dans un silence absolu. Marie et Thomas se regardent, conscients qu'ils viennent de franchir un point de non-retour. Comment un enfant de 5 ans peut-il connaître des coordonnées géographiques précises? Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. 3 semaines plus tard, Marie, Thomas et Lucas se trouvent dans un avion en direction de Satellite Beach, en Floride. La décision n'a pas été facile. Thomas a hésité pendant des jours, argumentant que c'était de la folie de traverser l'Atlantique en suivant les paroles d'un enfant de 5 ans. Mais le docteur Mercier les a convaincus. S'il existe ne serait-ce qu'1% de chance que cela soit réel, vous devez vérifier. Pour le bien de Lucas, pour la science, pour nous tous. Le vol est tendu. Lucas reste silencieux, regardant par le hublot comme s'il reconnaissait le paysage d'un souvenir lointain. Alors que l'avion amorce sa descente, le petit garçon murmure quelque chose qui fait frissonner Marie. La dernière fois que j'ai vu cette côte depuis le ciel, c'était en 1972, quand je revenais d'une tournée promotionnelle de la NASA. Le ciel était exactement de la même couleur. Ils atterrissent et prennent un taxi vers l'ancienne résidence de Buzz Aldrin. La maison n'appartient plus à la famille de l'astronaute. Elle a été vendue quelques années après son décès en 2023. Un couple de retraités, les Henderson, y vit maintenant. Marie sonne à la porte, les mains tremblantes,
une histoire crédible préparée dans sa tête. Madame Henderson ouvre, une femme avenante d'environ 65 ans. « Excusez-nous de vous déranger », commence Marie dans son meilleur anglais. « Nous faisons des recherches sur l'histoire de cette maison pour un documentaire sur Buzz Aldrin. Serait-il possible de voir le garage ?» Madame Henderson sourit chaleureusement. « Oh, vous n'êtes pas les premiers à vous intéresser à cette maison. Entrez, entrez. Bien que je vous prévienne, le garage n'est qu'un vieux garage, rien d'extraordinaire. » Il traverse la maison et pénètre dans le garage qui sent l'huile moteur et les années accumulées. Lucas se dirige directement vers le mur ouest, comme s'il y était venu 1000 fois auparavant. Il s'arrête, compte 7 planches depuis le coin gauche, puis tape 3 fois à hauteur de poitrine. Un son creux résonne. « Ici », dit-il, avec une certitude absolue, « derrière ce panneau. » Thomas regarde Madame Henderson, qui observe la scène avec curiosité et une pointe d'inquiétude. « Madame, je sais que cela paraît étrange, mais nous autoriseriez-vous à vérifier ce mur? Nous paierons pour tous les dommages. » La femme hésite, mais quelque chose dans la conviction de l'enfant la fait hocher la tête. « Mon mari a des outils dans l'atelier. » 20 minutes plus tard, Thomas a retiré le panneau de bois. Il dirige une lampe torche à l'intérieur et son visage devient livide. Il y a une cavité et il y a quelque chose dedans. Avec des mains tremblantes, il sort une boîte métallique argentée couverte de poussière. Une date est gravée sur le couvercle, août 1971. Marie tombe à genoux et se met à pleurer. Parce que l'impossible vient de devenir réel. La boîte métallique argentée repose sur la table de la cuisine des Henderson. Tous la fixent comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Madame Henderson est assise, s'éventant avec un magazine, encore sous le choc. « Nous vivons ici depuis 12 ans. 12 ans et nous ne savions pas qu'il y avait quelque chose derrière ce panneau. » Lucas reste calme, comme s'il savait exactement ce que contenait la boîte. Thomas ouvre lentement le couvercle. La rouille grince sous le mouvement. À l'intérieur se trouvent 4 objets. Un petit enregistreur à cassette analogique des années 70, un carnet aux pages jaunies, une clé USB étonnamment moderne pour l'époque, et une photo en noir et blanc. Marie prend d'abord la photo. Elle montre Buzz Aldrin avec sa famille, mais dans le coin inférieur gauche, il y a une note manuscrite. Pour celui qui trouve ceci, la vérité doit éclater quand le moment sera venu. Lucas pointe l'enregistreur. « Appuyez sur play, c'est ma voix. Enfin, la voix de Buzz Aldrin. » Thomas insère des piles neuves fournies par Madame Henderson. Avec des mains tremblantes, il met la cassette en place et appuie sur le bouton. D'abord, il y a des grésillements, puis une respiration profonde, et finalement, la voix reconnaissable de Buzz Aldrin remplit la pièce. « Je m'appelle Edwin Eugene Aldrin, dit Buzz. Nous sommes le 12 août 1971. J'enregistre ceci parce que je ne peux pas emmener ce secret dans ma tombe. Ce que nous avons vu sur la Lune n'était pas seulement de la poussière et des roches. Le 20 juillet 1969, à 21h56 heure de Houston, Neil et moi avons vécu quelque chose qui a changé pour toujours ma perception de l'univers. » La voix continue, décrivant en détail ce qu'ils ont observé. Il y avait 3 structures, des objets qui défiaient notre compréhension de la physique. Ils planaient en formation au-dessus de l'horizon lunaire. Houston nous a ordonné le silence absolu. Ils ont dit que c'était pour des raisons de sécurité nationale, qu'une panique mondiale serait inévitable. L'enregistrement se poursuit. Aldrin décrit méticuleusement chaque aspect de ce qu'il a vu. La luminosité des objets, les mesures qu'il a prises secrètement, les photos qu'il a capturées avec son appareil personnel et qu'il n'a jamais remises à la NASA. Ces structures mesuraient environ 180 mètres de hauteur. Elles émettaient une fréquence de 5,2 GHz qui perturbait nos instruments. Et le plus troublant, elles semblaient nous observer, nous étudier. La voix sur la bande marque une longue pause. Puis, Aldrin dit quelque chose qui coupe le souffle à tous dans la pièce. Mais ce n'était pas le plus inquiétant. Le vraiment terrifiant, c'était le message que nous avons reçu. Un message qui ne venait pas de Houston. Un message qui venait d'eux. L'enregistrement s'arrête brusquement. À ce moment, Lucas parle d'une voix ferme. Et ce message disait qu'il reviendrait dans exactement 58 ans. Marie fait rapidement le calcul mental. 58 ans, à partir de juillet 1969. Cela signifie juillet 2027. Dans 1 an et 9 mois. Thomas ouvre le carnet avec des mains tremblantes. Les pages sont remplies de notes techniques, de calculs mathématiques et de diagrammes qui semblent sortir d'un manuel d'ingénierie spatiale avancée.
Mais ce qui les laisse vraiment sans voix, ce sont les 5 photos en noir et blanc collées sur les dernières pages. Ce sont des images de la surface lunaire, mais pas comme le monde les connaît. Sur chacune d'elles, on peut voir avec une clarté absolue les structures décrites par Aldrin dans l'enregistrement. Madame Henderson s'approche pour mieux voir. « Mon Dieu !» chuchote-t-elle. On peut voir le module lunaire en arrière-plan de cette photo, ce qui signifie qu'elles ont été prises depuis la surface. Marie examine attentivement les images. Sur une d'elles, on distingue clairement une formation triangulaire d'objets métalliques brillants impossible. Sur une autre, il y a quelque chose qui ressemble à un éclair de lumière se déplaçant à une vitesse impossible sur l'horizon lunaire. La 3e photo montre une ombre allongée qui ne correspond à aucune formation rocheuse connue. Et sur la 4e, Lucas s'approche de la table et pointe la 4e photo. C'est celle-ci qui m'a fait le plus peur. Regardez dans le coin supérieur gauche. Tous se penchent. Là, à peine visible mais indéniable, il y a quelque chose qui ressemble à une silhouette humanoïde debout sur la surface lunaire. Mais elle ne porte pas de combinaison spatiale. C'est impossible, complètement impossible. Thomas prend son téléphone et commence à tout photographier. Nous devons documenter cela avant que, je ne sais pas, avant que quelqu'un n'essaie de le faire disparaître. Sa paranoïa n'est pas infondée. Si cela est réel, si la NASA a caché cela pendant plus de 50 ans, ils ne laisseront pas cette information éclater si facilement. Madame Henderson est pâle. Qu'allons-nous faire maintenant? C'est plus grand que nous tous. Marie regarde Lucas qui reste étrangement calme. Mon fils, l'enregistrement a été interrompu. Qu'est-ce que le message disait d'autre? Que voulaient ces choses? Lucas ferme les yeux, comme s'il accédait à un fichier profondément enfoui dans son esprit. Le message était simple. Ils ont dit qu'ils reviendraient quand l'humanité serait prête pour la vérité, qu'ils nous observaient depuis bien avant le premier pas sur la Lune, et que leur retour serait une épreuve. Un silence oppressant remplit la pièce. Une épreuve, pourquoi? Demande Thomas. Lucas ouvre les yeux, et dans son regard se mêlent la peur et la détermination. Une épreuve pour voir si nous méritons de continuer à exister. Quelques heures après la découverte, Marie et Thomas reçoivent un appel inattendu, un numéro privé. La voix à l'autre bout se présente comme étant le Dr James Peterson, directeur adjoint du département historique de la NASA. Son ton est poli mais ferme. « Madame Marie, nous devons parler de ce que vous avez trouvé à Satellite Beach. Vous devez comprendre que ceci est une question de sécurité nationale. La famille est de retour en France, mais maintenant ils savent qu'ils sont surveillés. » Thomas répond prudemment. « Comment savez-vous ce que nous avons trouvé ?» Il y a une pause à l'autre bout. « Monsieur Thomas, les Henderson ont signalé votre visite, et nous avons des indicateurs qui nous alertent quand certains matériels sensibles peuvent avoir été compromis. Nous avons besoin que vous nous rendiez ces objets. Ils appartiennent au gouvernement des États-Unis. » Marie intervient, sa voix tremblante mais déterminée. « Avec tout le respect que je vous dois, Dr Peterson, ce que nous avons trouvé était caché sur une propriété privée par Buzz Aldrin lui-même. Si c'était si sensible, pourquoi la NASA ne l'a-t-elle jamais cherché? » Silence radio. « C'est compliqué, madame, mais je vous propose quelque chose. Venez à Cap Canaveral, amenez le garçon. Nous voulons parler avec Lucas. Peut-être pouvons-nous vous aider à comprendre ce qui se passe. » Lucas, qui a écouté la conversation, secoue énergiquement la tête. « Non, maman, si nous y allons, ils feront disparaître toutes les preuves et diront que nous sommes fous. » Mais Marie voit une opportunité. « Dr Peterson, nous acceptons, à une condition. La réunion doit être filmée avec des témoins indépendants, et toutes les informations que vous partagez doivent être officiellement enregistrées. » 4 jours après, la famille se trouve dans les installations du Kennedy Space Center en Floride. La salle de conférence est austère, avec des murs gris et une longue table de réunion. Le Dr Peterson est là, accompagné de 2 hommes qui se présentent comme conseillers en sécurité et d'un homme âgé en costume qui ne donne pas son nom. Lucas entre et s'arrête net en voyant l'homme âgé. « Vous étiez là. Vous étiez le directeur de vol en 1969, Charlie Duke. » L'homme âgé devient livide. « Je ne suis pas Charlie Duke. Il est mort il y a des années. » Mais Lucas s'approche. Vous étiez dans la salle de contrôle quand nous avons signalé les objets. Vous avez donné l'ordre de couper la communication. Votre voix tremblait. Vous avez dit « Radio silence, 90 secondes ».
Code Eclipse. C'était le code secret pour les anomalies extraterrestres. La pièce plonge dans un silence spectral. L'homme âgé s'assoit lentement, son visage devenant un masque de choc absolu. « Code Eclipse » murmure-t-il. « Personne ne devrait connaître ce code. Personne !» Il s'arrête et regarde le garçon avec des yeux mêlant terreur et fascination. Sauf ceux qui étaient présents cette nuit-là. L'homme âgé retire lentement ses lunettes et se frotte les yeux d'un air las. Après un long silence qui semble durer une éternité, il parle enfin. « Mon nom est Richard Calloway. J'étais directeur de vol adjoint durant la mission Apollo 11. Et oui, j'étais là cette nuit-là. » Sa voix porte le poids de décennies de secrets. Ce que cet enfant dit est vrai. Le code Eclipse existait. Il a été utilisé exactement une fois dans toute l'histoire de la NASA, le 20 juillet 1969. Le docteur Peterson semble mal à l'aise, comme s'il voulait l'arrêter. Mais Calloway lève la main. Non, plus de mensonges. Cet enfant sait des choses qu'il est impossible de savoir. Et si Buzz a vraiment tout enregistré avant sa mort, alors le secret est déjà éventé. Il se tourne vers Lucas avec un mélange de respect et de crainte. De quoi d'autre vous souvenez-vous, jeune homme? Qu'avez-vous vu d'autre là-haut? Lucas s'assoit sur une chaise bien trop grande pour lui, mais parle avec l'autorité d'un homme qui a porté un secret impossible. Après que Houston nous ait ordonné le silence, Neil et moi avons continué d'observer. Les objets se sont rapprochés. Ils ne faisaient aucun bruit, évidemment, car il n'y a pas d'air sur la Lune. Mais nous pouvions sentir une vibration dans le sol, transmise à travers nos bottes. À 22h14, heure de Houston, l'un des objets est descendu à exactement 250 mètres de notre position. Calloway hoche lentement la tête et sort un document scellé de son attache-caisse. Rapport confidentiel Alpha Eclipse 1. Date 22 juillet 1969. Il ouvre le document devant tous. Là, en caractère officiel de la NASA, se trouve le témoignage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, mot à mot conforme à ce que dit Lucas. 22h14. Objet inconnu, descendu à approximativement 250 mètres du module lunaire, origine et composition impossible à déterminer. Thomas n'en revient pas. Pourquoi? Pourquoi cacher cela pendant plus de 50 ans? Calloway soupire profondément. Par peur. Peur de la panique mondiale. Peur que les puissances mondiales pensent qu'il s'agissait de technologie soviétique et déclenchent une guerre. Peur d'admettre que nous ne sommes pas seuls et que ce qui existe là-bas est infiniment plus avancé que nous. Il marque une pause et regarde directement Lucas. Mais ils ont dit qu'ils reviendront. Quand exactement? Lucas répond sans hésiter. Le 21 juillet 2027, 58 ans après le premier contact. Et cette fois, ils ne viendront pas pour observer. Ils viendront pour interagir. À 4h32 du matin, heure de la côte Est, ils apparaîtront exactement au-dessus du lieu où nous avons atterri. Calloway ferme les yeux. C'est dans 1 an, 9 mois et 17 jours. Les 18 mois suivants sont un tourbillon d'activités frénétiques. La NASA, consciente que le secret ne peut plus être préservé, forme une équipe spéciale nommée Projet Réponse. Richard Calloway dirige le groupe et, de manière surprenante, demande que Lucas fasse partie de l'équipe consultative. Si cet enfant possède les souvenirs de Buzz Aldrin, argumente Calloway devant les directeurs, alors il détient des informations qu'aucun de nous ne possède, des informations dont nous pourrions avoir besoin. Marie et Thomas s'installent temporairement en Floride. Lucas participe à des séances quotidiennes où scientifiques, astrophysiciens et experts en communication extraterrestre l'interrogent. Chaque détail qu'il fournit est vérifié, chaque description comparée aux données classifiées. Et à chaque fois, tout correspond avec une précision millimétrique. Le garçon décrit des fréquences radio que la NASA a détectées mais jamais expliquées. Il mentionne des anomalies magnétiques qui sont apparues sur les capteurs du module lunaire. Il dessine même des symboles qui étaient gravés sur la surface des objets, des symboles qu'Aldrin avait photographiés mais jamais publiés. Le 18 juillet, 3 jours avant la date prédite, Lucas a une crise. Au milieu d'une réunion, il s'arrête brusquement. Son corps se tend et ses yeux se révulsent. Marie court vers lui, mais avant qu'elle ne puisse le rejoindre, le garçon commence à parler d'une voix qui n'est pas tout à fait la sienne, plus grave, plus résonante.
Ils arrivent, je peux les sentir approcher. Ils sont en orbite depuis des semaines, attendant le moment exact. Vous devez comprendre quelque chose. Ils ne sont pas une menace, mais ils ne sont pas non plus nos sauveurs. Ils sont des observateurs, des juges de notre évolution en tant qu'espèce. Le docteur Peterson ordonne un examen médical immédiat. Les scanners cérébraux montrent une activité neuronale extraordinaire, des motifs que les neurologues n'ont jamais vus chez un enfant de 5 ans. C'est comme si son cerveau accédait à des informations stockées quelque part au-delà de sa mémoire consciente, explique l'un des spécialistes. Dans la nuit du 20 juillet, la NASA convoque une conférence de presse d'urgence. Il ne révèle pas tout, mais confirme avoir détecté des anomalies orbitales d'origine inconnue et qu'il surveille la situation. Le monde entre dans un état de peur collective. Les réseaux sociaux explosent de théories, les marchés boursiers s'effondrent, les leaders religieux appellent au calme. Et Lucas, assis avec ses parents dans leur chambre d'hôtel, regarde l'horloge. Il reste 9h17 jusqu'à 4h32 du matin. « Papa, dit-il doucement, quand ils arriveront, tu dois m'emmener exactement à l'endroit où Buzz a marché pour la première fois sur la Lune, ici, sur Terre, au mémorial. » Thomas ne comprend pas. « Pourquoi, mon fils ?» Lucas le regarde avec des yeux anciens. « Parce que le dernier message n'était pas pour la NASA, il était pour moi. » 21 juillet 2027, 4h28 du matin. Lucas se tient devant le mémorial de Buzz Aldrin à Montclair, New Jersey, sa ville natale. Marie et Thomas l'accompagnent, ainsi que Richard Calloway et une petite équipe de la NASA. Le ciel est clair, constellé d'étoiles. Le silence est absolu, interrompu seulement par le doux vent de l'aube. À 4h32 précise, le ciel change. Il n'y a pas d'explosion, pas de bruit. Simplement, 3 points lumineux apparaissent dans le ciel en formation triangulaire parfaite, exactement comme Aldrin les avait décrits 58 ans plus tôt. Les objets descendent lentement, majestueusement, jusqu'à s'immobiliser à environ 400 mètres au-dessus du mémorial. La lumière qu'ils émettent n'est pas aveuglante, elle est douce, presque réconfortante. Lucas fait un pas en avant. Ils sont venus pour moi. Buzz savait que cela arriverait. C'est pourquoi il a laissé les indices, c'est pourquoi il a tout enregistré. Ce n'était pas seulement un témoignage pour l'humanité, c'était une préparation pour ce moment. Le garçon ferme les yeux et tend les bras. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un pilier de lumière descend de l'objet central et enveloppe Lucas. Marie crie et tente de courir vers lui, mais Thomas la retient, sentant instinctivement qu'une interruption serait dangereuse. À l'intérieur de la lumière, le corps de Lucas commence à briller, et tous entendent une voix, non pas avec leurs oreilles, mais directement dans leur tête. C'est la voix de Buzz Aldrin, mais c'est aussi autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus ancien. Nous observons l'humanité depuis des millénaires. Le premier pas sur la Lune n'était pas votre plus grande réalisation, c'était votre épreuve d'initiation. Buzz Aldrin n'a pas seulement été choisi pour être le deuxième à marcher sur un autre monde, il devait être le messager. Sa conscience, son essence ont été préservées, attendant le moment du retour. Cet enfant est le pont entre ce que vous étiez et ce que vous pouvez devenir. La lumière s'intensifie un instant, puis s'estompe. Lucas tombe à genoux, respirant difficilement. Marie se précipite vers lui, le serrant dans ses bras. Le garçon ouvre les yeux et ce sont à nouveau les yeux d'un enfant de 5 ans. « Maman », dit-il d'une voix fatiguée, « Buzz est parti. Il n'est plus là. Il a accompli sa mission. » Des larmes coulent sur le visage de Marie. Les objets commencent à remonter, mais avant de disparaître, ils projettent une image holographique au-dessus du mémorial. Une date, juillet 1995. 68 ans supplémentaires. Richard Calloway comprend immédiatement. Ils reviendront, et d'ici là, nous devons être prêts. Lucas regarde le ciel et sourit faiblement. Buzz dit que nous avons le temps de grandir, d'apprendre, de devenir meilleurs. Les objets disparaissent dans un éclair de lumière silencieux. L'aube se lève sur un monde qui ne sera plus jamais le même.